Excuse-toi auprès d'elle tout de suite, Denise, ou nous divorçons. La voix de mon mari trancha net le bruit de notre jardin, plus fort que les cigales, plus fort que le vrombissement discret de Leonard Skinner jouant sur le vieux haut-parleur Bluetooth de Greg. Et juste comme ça, 24 ans de mariage se tenaient là, exposés, comme quelque chose de bon marché laissé trop longtemps au soleil. Je me souviens de la façon dont la glace bougea dans mon verre en plastique, ce petit cliquetis creux. Je me suis raccroché à ce son parce que c'était plus facile que de la regarder. Tessa, pieds nus sur mes dalles de patio, comme si elle y appartenait, portant une robe rouge que je connaissais trop bien. Greg me l'avait achetée 5 ans auparavant pour notre 20e anniversaire. Je l'avais portée pour dîner au Mitchell S. Ocean Club. Il avait dit que je ressemblais à une femme qui ne vieillissait pas. Maintenant, elle la portait et souriait, pas nerveuse, pas embarrassée, souriant comme si elle avait déjà gagné quelque chose. Quelqu'un toussa derrière moi. Un des sous-traitants de Greg, peut-être. Un voisin qui bougeait dans l'une de ses chaises de jardin pliantes. Personne ne dit rien. Personne n'avait besoin de le faire. J'ai regardé Greg. 53 ans. Les cheveux gris commençaient tout juste à envahir ses tempes. Toujours debout comme s'il possédait la pièce, comme il l'avait toujours fait. Sauf que maintenant, je le voyais plus clairement que jamais. Il n'était pas fort. Il était juste habitué à ce que je soutienne tout derrière lui. « Tu m'as entendu » dit-il, plus brusquement cette fois. « Excuse-toi. » Je sentis quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de colère, pas même de tristesse. Une clarté, lente, silencieuse, qui s'installait comme de la poussière. Je posai ma tasse sur le comptoir. La condensation laissa un anneau sur le granit que j'avais choisi moi-même 12 ans auparavant. « Je t'ai entendu » dis-je. Ma voix semblait stable. Cela me surprit. Tessa inclina légèrement la tête, me regardant comme si elle attendait un spectacle. Ses cheveux étaient parfaitement attachés, son maquillage encore frais malgré la chaleur d'où. Elle sentait quelque chose de cher, quelque chose de floral qui n'avait pas sa place dans un jardin avec des hamburgers grillés et de l'essence à briquet. Greg fit un pas de plus. « Alors dis-le » dit-il. « Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. » « Plus difficile ?» Ce mot me fit presque rire. Je me levai lentement, ma chaise grattant légèrement le béton. Quelques têtes se tournèrent. Je ne les regardais pas. Je le regardais, puis juste une seconde, je la regardais elle. Ce sourire narquois. Il n'était même pas subtil. Elle pensait m'avoir acculé. Elle pensait que je plierais, m'excuserais, maintiendrais la paix comme je l'avais toujours fait. Comme à chaque fois, il avait poussé le bouchon un peu trop loin, et j'étais intervenu pour arranger les choses. Je me baissai et ramassai mes clés sur le comptoir. Elles me semblèrent plus lourdes que d'habitude dans ma main. Je passai devant lui, assez près pour sentir l'odeur de son après-rasage, le même qu'il portait depuis des années, celui que je lui achetais chaque Noël. À la porte, je m'arrêtai, me retournai, rencontrai son regard, et dis très clairement, « Alors profite d'elle sans moi. » 5 mots. C'était tout. Pas de cris, pas de larmes, juste la vérité, enfin prononcée à voix haute. Pendant une seconde, personne ne bougea. C'était comme si tout le jardin avait retenu son souffle. Greg cligna des yeux une fois, comme s'il n'avait pas tout à fait compris ce qu'il venait d'entendre. Ce qu'il dit, je ne répondis pas. J'ouvris la porte, entrai, pris mon sac à main du crochet près de la cuisine, et ressortis directement par l'avant, devant l'allée, devant son camion, devant la boîte aux lettres du voisin à la peinture bleue écaillée. Je montai dans ma voiture, fermai la porte, et restai juste assise là. Mes mains tremblaient. Pas violemment, juste assez pour que je le remarque quand j'essayais d'insérer la clé dans le contact, et que je la manquais la première fois. Je ne pleurais pas. Cela me surprit aussi. Au lieu de cela, je restais simplement assise, écoutant ma propre respiration. Lente, irrégulière, réelle. Après une minute, je démarrai le moteur et sortis de l'allée. Je ne regardais pas en arrière. Le trajet jusqu'à chez Paula à Dublin prit environ 20 minutes. J'avais fait ce trajet tant de fois au fil des ans que j'aurais pu le faire les yeux bandés. Devant la même station-service sur Cleveland Avenue, la même pancarte d'église qui changeait de message chaque semaine, la même rangée d'érables qui laissaient toujours tomber leurs feuilles trop tôt. Cette nuit-là, tout semblait pareil,
mais ne se sentait pas pareil. Je me garai devant son appartement et restai assise 1 minute de plus avant de sortir. Mes jambes me semblaient un peu instables quand je me levai, comme si je venais de descendre d'un long vol. Paula ouvrit la porte avant même que je frappe. Elle jeta un coup d'œil à mon visage et s'écarta. « Entre, dit-elle doucement. » J'entrai, posai mon sac à main sur son comptoir de cuisine, et m'adossai contre lui comme si j'avais besoin de quelque chose de solide derrière moi. Elle ne posa pas de questions tout de suite. C'était Paula. 40 ans d'amitié vous apprennent quand parler et quand attendre. Elle me versa un verre d'eau, pas de vin, pas de café, juste de l'eau. Je le pris de la main, encore un peu tremblante, et en bus la moitié d'un coup. Puis je le dis. Je crois que je viens de quitter toute ma vie. Ma voix se brisa sur le dernier mot, juste un peu. Paula appuya sa hanche contre le comptoir, les bras croisés, me regardant attentivement. Puis elle secoua la tête. Non, dit-elle. Je levai les yeux vers elle. Elle adoucit légèrement sa voix. Chérie, tu n'as pas tout perdu. Elle laissa cela reposer un instant, puis ajouta, tu viens juste de poser un poids lourd. Je la regardai, et pour la première fois cette nuit-là, je le sentis. Pas de soulagement. Pas encore, mais quelque chose s'en approchant, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années sans m'en rendre compte, et que j'avais enfin laissé échapper un peu d'air. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Paula avait préparé le lit d'amis avec ses draps doux en flanelle qu'elle gardait toujours, quelle que soit la saison. Elle disait qu'ils étaient comme un câlin. Je restais allongé, fixant le plafond, écoutant le silence. Pas le vrombissement de la télévision de Greg tard dans la nuit. Pas le téléphone qui vibrait sur la table de nuit avec des petites faveurs de dernière minute pour l'entreprise. Pas de liste de contrôle mental des problèmes du lendemain avant même d'ouvrir les yeux. Juste le silence. Vers 3 heures du matin, je me tournai enfin sur le côté et tirai la couverture plus près. Ma poitrine me faisait mal. Non pas à cause de ce que j'avais perdu, mais à cause du temps qu'il m'avait fallu pour le voir. Le lendemain matin, la lumière entra par la fenêtre de la cuisine de Paula comme toujours. Douce, chaude, tombant directement sur la table où nous nous étions assis 100 fois auparavant. Elle avait préparé le café, fort, comme je l'aimais. Je m'assis, enroulai mes mains autour de la tasse, et inspirai simplement l'odeur. Il a appelé, demanda-t-elle. Je secouai la tête. Pas encore. Nous savions toutes les deux qu'il le ferait. Paula but une gorgée de son café et m'étudia par-dessus le bord de sa tasse. Tu y retournes aujourd'hui, demanda-t-elle. Je fixai la table, une petite égratignure dans le bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. Non, dis-je, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Paula hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Bien, dit-elle. Nous restâmes assises en silence pendant 1 minute. Puis je dis, plus à moi-même qu'à elle, je ne pense pas pouvoir retourner à ça. Et pour la première fois depuis la veille au soir, je savais que je le pensais vraiment. Le lendemain matin, le silence ne semblait pas aussi aigu. Il restait là, inconnu, mais il ne coupait plus. Paula se déplaçait dans sa cuisine comme elle le faisait toujours, lentement, régulièrement, comme si rien au monde ne pouvait la presser. La cafetière s'éteignit. Le réfrigérateur s'ouvrit et se ferma. Quelque part dehors, une tondeuse à gazon démarra, ce vrombissement discret et familier d'un samedi matin en Ohio. Je restai assise à sa table, mes mains enroulées autour d'une tasse. Je n'en avais pas bu une gorgée depuis un moment. Mon téléphone était posé face contre table à côté de moi. Je ne l'avais pas touché. Pas encore. Tu n'as pas besoin de regarder tout de suite, dit Paula sans se retourner. Je sais, mais je le pris quand même, juste pour voir. L'écran s'illumina et voilà. Cet appel manqué, 3 messages vocaux, et une série de textos de Greg. Le premier de la nuit dernière. Greg, tu es sérieux là? Puis, Greg, Denise, ne fais pas ça devant les gens. Reviens et nous parlerons un peu plus tard. Greg, tu m'as embarrassé. Je laissai échapper un petit souffle par le nez à celui-là. Pas un rire, juste quelque chose de proche. Puis le ton changea. Greg, où es-tu? Greg, réponds à ton téléphone. Greg, nous devons en parler comme des adultes. Et finalement, envoyé juste avant minuit.
Greg, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Je fixai ce dernier message pendant une longue seconde. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. 24 ans à gérer les choses discrètement, efficacement, sans histoire, et maintenant, soudainement, je le faisais mal. Paula posa une assiette devant moi. Du pain grillé, des œufs brouillés. Elle cuisinait toujours quand elle ne savait pas quoi faire d'autre. Tu vas lui répondre, demanda-t-elle. Je retournai le téléphone. Pas encore. Elle hocha la tête une fois. Bien. Nous mangeâmes en silence un moment. Pas gênant, juste stable. Après quelques minutes, elle dit, et l'entreprise. Ce mot atterrit plus lourdement que les autres. L'entreprise, Arlo Home Solutions, la société de Greg. C'est ce qu'il appelait toujours ça. Mais je savais ce que c'était vraiment, ou du moins ce que cela avait été. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Et ça aussi, c'était nouveau. Je savais d'habitude. C'était moi que les gens appelaient quand quelque chose n'allait pas, quand un client était contrarié, quand un chèque ne passait pas, quand un sous-traitant ne se présentait pas. C'était moi qui savais où tout était, qui appelait, quoi dire. Je pris une bouchée de pain grillé, le goûtant à peine. Je crois que je dois parler à quelqu'un d'abord, dis-je. Paula ne demanda pas qui. Elle savait déjà. À midi, j'étais assise en face de Martin Keane dans un petit bureau juste à côté de High Street. Il était exactement ce à quoi on s'attendrait d'un homme de son âge. Début de la soixantaine, cheveux gris, lunettes posées bas sur le nez, voix calme d'une manière qui vous donnait l'impression que rien ne pouvait vraiment le déstabiliser. Paula l'avait recommandé des années auparavant. Je n'aurais jamais pensé en avoir besoin avant maintenant. Il écouta pendant que je parlais, ne m'interrompit pas, ne me pressa pas. Me laissa juste tout exposer. Le barbecue, l'ultimatum, l'affaire, la robe. Ce détail s'échappa avant que je ne puisse l'arrêter. Il ne réagit pas, mais je vis quelque chose bouger dans ses yeux. Pas de jugement, juste de la compréhension. Quand j'eus terminé, il croisa les mains sur le bureau. Très bien, dit-il. Prenons ça une étape à la fois. Je hochai la tête. Il se pencha légèrement en arrière. Premièrement, avez-vous fait quelque chose à ces comptes? L'entreprise partageait des actifs. Avez-vous déplacé de l'argent, changé des mots de passe, désactivé quoi que ce soit? Bien, fit-il un petit signe de tête. C'est bien. Je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Je ne veux pas le ruiner, dis-je. L'expression de Martin ne changea pas. Vous n'avez pas à le faire, dit-il simplement. Il fit une pause. Parfois, la chose la plus efficace qu'une personne puisse faire est d'arrêter de réparer ce qui n'est pas de son ressort de réparer. Cela me frappa. Je baissai les yeux sur mes mains. Je fais ça depuis longtemps, dis-je. Je m'en doutais, répondit-il. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste un fait. Il attrapa un bloc-notes. Parlez-moi de votre rôle dans l'entreprise, dit-il. Et pendant une seconde, j'eus presque envie de rire. Mon rôle, dis-je. J'y pensais, puis au lieu de tout lister, un souvenir me vint. Veille de Noël 2015, dis-je. Il leva les yeux. Greg avait un client qui menaçait de partir. Gros contrat, 45 000 $. Quelque chose n'allait pas avec les factures. Les chiffres ne correspondaient pas. J'avalai ma salive. Il était à une fête. Il a dit qu'il s'en occuperait après les vacances. Je laissai échapper un petit souffle. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour tout arranger, vérifiant tout, appelant le fournisseur, reconstruisant la facture ligne par ligne. Martin ne dit rien. Le lendemain matin, continuai-je, il s'est réveillé, a jeté un coup d'œil, et a dit. Je fis une pause. Merci de m'avoir aidé. Je haussai légèrement les épaules. Aider. Martin écrivit quelque chose. Puis il me regarda de nouveau. Et combien de fois diriez-vous que cela est arrivé, demanda-t-il. Je laissai échapper un court souffle. Différentes versions de cela tout le temps. Il hocha la tête lentement. Très bien, dit-il. Voici la chose, Denise. D'après ce que vous décrivez,
Vous avez fonctionné comme la colonne vertébrale opérationnelle de cette entreprise. Je ne répondis pas parce que je savais qu'il avait raison. Il tapota légèrement son stylo sur le bureau. Vous n'avez pas besoin de saboter quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire de scène. Je levai les yeux vers lui. Alors que dois-je faire? Il soutint mon regard. Vous arrêtez. Je fronçai légèrement les sourcils. Arrêtez. Arrêtez de le couvrir. Arrêtez d'intervenir. Arrêtez de répondre aux appels qui n'ont jamais été officiellement les vôtres au départ. Il se pencha légèrement en avant. Vous vous retirez proprement, légalement. Et vous laissez la structure se tenir d'elle-même. Il y eut un silence dans la pièce après cela. Pas inconfortable, juste lourd de sens. Que se passe-t-il alors, demandai-je. L'expression de Martin resta neutre. Cela dépend de la stabilité réelle de la structure. Plus tard cet après-midi-là, j'étais assise dans le bureau de Sharon Bell. 58 ans. Yeux vifs, pas de fioritures. Elle avait travaillé sur nos livres quelques fois au fil des ans, surtout quand Greg était dépassé pendant la saison des impôts. Elle feuilleta un ensemble de documents devant elle, ses lunettes perchées sur le bord de son nez. Vous avez fait bien plus que simplement aider, dit-elle sans lever les yeux. Je laissai échapper un souffle discret. Je sais. Elle tapota une page. Les renouvellements de lignes de crédit arrivent lundi, dit-elle. Vous avez préparé la majeure partie de cela. Oui. Elle hocha la tête. Ça se tient. Elle me regarda enfin. Si vous vous retirez maintenant, il va le sentir vite. J'avalai ma salive. À quelle vitesse? Elle esquissa un petit sourire, presque sympathique. Plutôt qu'il ne le pense. Elle tourna une autre page. Et Denise, il y a autre chose. Ma poitrine se serra légèrement. Quoi? Elle tapota de nouveau le papier. Il a récemment conclu un nouvel accord de développement. Un gros, lié à un agent immobilier. Je n'avais pas besoin qu'elle prononce le nom. Tessa, dis-je. Sharon hocha la tête. Le fait est que la banque a approuvé la première évaluation basée sur les dossiers historiques. Elle rencontra mon regard. Des dossiers que vous avez organisés. La pièce me sembla un peu plus petite. Si vous n'êtes pas là pour maintenir cette cohérence, dit-elle prudemment, ils vont commencer à poser des questions. Je me rasseyais dans la chaise et pour la première fois, je le vis clairement. Pas seulement l'affaire, pas seulement l'humiliation, la supposition que je continuerais à tout faire fonctionner quoi qu'il arrive. Peu importe comment il me traitait, peu importe qui il amenait chez moi, portant ma robe. Je laissai échapper un lent soupir. Il ne s'agit pas seulement de mon départ, dis-je doucement. Sharon secoua la tête. Non, dit-elle. Il s'agit de ce qui se passe quand on arrête de maintenir les choses pour quelqu'un qui pense les faire tout seul. Ce soir-là, de retour chez Paula, j'étais assise sur le bord du lit d'amis, mon téléphone à la main. Il vibra de nouveau. Un autre message de Greg. Greg, nous devons parler de lundi. La banque a appelé. Je le fixai. Puis un autre arriva. Greg, Denise, ne commence pas quelque chose que tu ne peux pas finir. Je le lus 2 fois. Puis je posai le téléphone sur la table de nuit et je ne répondis pas. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas arrangé les choses. Dimanche matin, je suis retourné à la maison. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'avais besoin d'être clair. La rue semblait la même que d'habitude. Pelouse tranquille tondue, drapeaux accrochés au véranda, un couple promenant leur chien devant la boîte aux lettres. Normal. Ce mot me mit presque en colère. Je me garai dans l'allée et restai assise là une seconde. Moteur toujours en marche. Le camion de Greg était parti. Cela ne me surprit pas. Il était probablement parti tôt pour essayer de prendre de l'avance sur ce qui commençait déjà à glisser. J'éteignis la voiture et sortis. La porte d'entrée me sembla plus lourde quand je la poussai. À l'intérieur, la maison sentait légèrement la viande grillée et la bière éventée. Les restes de la nuit dernière flottaient encore dans l'air, une assiette en carton sur le comptoir, un bol de chips à moitié vide, une serviette rouge froissée près de l'évier. Je restai là un instant, juste à regarder. C'était mon espace.
Chaque détail portait ma marque quelque part. Les placards que j'avais choisis, le tapis pour lequel j'avais argumenté, la petite fissure dans le carrelage près du réfrigérateur que j'avais voulu réparer mais n'avais jamais fait. Et maintenant, j'avais l'impression d'être déjà une invitée. Je montais sans allumer les lumières. La porte de la chambre était entr'ouverte, le lit défait. Le côté de Greg froissé, le mien intact de la veille. Je ne m'attardais pas. J'allais directement au placard. Je ne pris pas tout ce qui était important. Juste ce qui était à moi. Une valise de l'étagère du haut, mes vêtements, quelques paires de chaussures, ma boîte à bijoux, la petite boîte métallique où je gardais les documents, passeport, acte de naissance, papier d'assurance. Sur la commode, mon chargeur de téléphone. Je l'enroulais soigneusement et le laissais tomber dans le sac. Je me déplaçais dans la pièce méthodiquement. Pas de précipitation, pas de doute. Ce n'était pas de la colère. C'était une décision. En bas, je pris mon ordinateur portable sur le bureau dans le coin, celui que j'avais utilisé pendant des années pour gérer les factures, la paie, les notes, les emails des fournisseurs. À côté se trouvait un petit disque dur externe. J'hésitais une demi-seconde. Puis je le pris aussi. Non pas pour prendre quoi que ce soit qui n'était pas à moi, juste pour m'assurer d'avoir ce dont j'avais besoin. Je laissais tout le reste exactement où il était. Quand je sortis de nouveau par la porte d'entrée, je ne regardais plus autour de moi. Je la fermais simplement derrière moi. De retour chez Paula, je m'assis au petit bureau de sa chambre d'amis et ouvris mon ordinateur portable. Pendant une longue minute, je fixais l'écran. C'était la partie qui importait. Pas ce que j'avais dit, pas comment j'étais parti. C'était ce que je ferais ensuite. J'ouvris mes emails, commencé par un message vierge au fournisseur d'abord. Je le gardais simple, professionnel, clair, à compter de maintenant, je ne gérerai plus les communications ni le support administratif pour Arlo Home Solutions. Veuillez adresser toutes les futures demandes à Greg Arlo. Pas d'émotion, pas d'explication, juste la vérité. J'en envoyais quelques-uns, puis à la paie, puis un court message au service externe que nous utilisions pour les chèques des employés. Même ton, même clarté. Puis je fermais l'ordinateur portable. Mon cœur battait un peu plus vite maintenant. Pas de panique, juste de la conscience. Je pris mon téléphone. 3 nouveaux messages, tous de Greg. J'ouvris le premier. Greg, Denise, où sont les confirmations des fournisseurs pour lundi? Deuxième, Greg, je ne peux pas accéder au système de paie. Il demande un code. Troisième, Greg, appelle-moi maintenant. Je fixais l'écran. Le code? Bien sûr. L'authentification à 2 facteurs. Elle allait sur mon téléphone parce que c'était moi qui l'avais configuré il y a des années. Parce que c'était moi qui m'assurais que les choses étaient sécurisées. Parce que c'était moi qui pensais à l'avance. Je posai le téléphone. Je ne répondis pas. 1 heure plus tard, il sonna. Pas un texto cette fois. Un appel. Greg. Je le regardais vibrer sur la table. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il s'arrêta, puis recommença. Je décrochai au 4e appel. Non pas parce que je me sentais redevable, mais parce que je voulais entendre sa voix. Denise, dit-il immédiatement. Pas de « bonjour ». Qu'est-ce que tu fais? Son ton n'était pas en colère. Pas encore. Confus. Je me retire, dis-je. Il y eut une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il. Ça veut dire que je ne gère plus ton entreprise, dis-je. Calme, égal. Ce n'est pas comme ça que ça marche, claqua-t-il. J'eus presque un sourire à cela. C'est exactement comme ça que ça marche, dis-je. Une autre pause. Plus longue cette fois. La paie est bloquée, dit-il finalement. Le système demande un code. Je ne répondis pas tout de suite. Il combla le silence. Denise, les gens vont poser des questions demain. Je pouvais l'imaginer. Marie au bureau, 62 ans, avec nous depuis 15 ans, toujours en avance, toujours organisée, celle qui vérifiait tout avant que cela ne sorte. Marie regardant son écran lundi matin, attendant quelque chose qui ne venait pas. Ma poitrine se serra.
Je sais, dis-je doucement. Alors arrange ça, dit-il. C'était ça. Pas de, s'il te plaît. Pas de, peux-tu aider? Juste, arrange ça. Comme toujours. Je fermai les yeux une seconde. Je vis Marie. Je vis le bureau. Je vis toutes les petites choses ordinaires qui fonctionnaient parce que je m'en assurais. Je ne peux pas, dis-je. Oui, tu peux, rétorqua-t-il. Tu l'as fait 100 fois. J'ouvris les yeux. Non, dis-je. Je ne le fais plus. La ligne se tut. Quand il parla de nouveau, sa voix avait changé. Plus dure. Tu es vindicative, dit-il. Ce mot resta en suspens. Vindicative. Je laissai échapper un lent soupir. Non, dis-je. J'en ai fini. Il n'aimait pas ça. Je l'entendais. Denise, ne commence pas quelque chose que tu ne peux pas finir, dit-il. J'y réfléchis. Puis je dis, je l'ai déjà fait, et je raccrochai. Le reste du dimanche passa lentement, trop lentement. C'est la chose avec le fait de ne pas arranger les choses. Le temps s'étire. On remarque chaque minute, chaque pensée, chaque seconde que l'on aurait pu remplir auparavant d'action. Paula me garda occupé. Une course à l'épicerie, plier le linge, de petites choses. Mais mon esprit ne cessait de revenir au bureau, aux gens, à ce à quoi ressemblerait le lundi. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, mon téléphone à la main. Un autre message arriva. Greg, Denise, ça devient incontrôlable. Je ne répondis pas. Quelques minutes plus tard, Greg, le fournisseur demande confirmation. Je ne sais pas de quoi il parle. Je fixai le message. Puis je posai le téléphone face contre table de nouveau. Vers 21h, mon téléphone sonna. Cette fois, ce n'était pas Greg. C'était Evan. Je décrochai au premier appel. Salut, mon cœur, dis-je. Maman, dit-il, et j'entendis quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis un moment. Pas de panique, mais pas de calme non plus. Tu vas bien, demandai-je. Il y eut une pause. Papa m'a appelé, dit-il. Il perd un peu la tête. Je fermai les yeux une seconde. Oui, dis-je doucement. Je m'en doutais. Une autre pause. Puis plus doucement. Je suis au courant pour elle. Ma poitrine se serra. Depuis combien de temps, demandai-je. Assez longtemps, dit-il. Cela fit plus mal que prévu. Pas qu'il le savait, mais qu'il ne se soit pas senti capable de me le dire. Je ne dis rien parce qu'il s'interrompit. Parce que tu ne voulais pas aggraver les choses, terminai-je pour lui. Ouais. Nous restâmes là un instant. Puis il crie après quelqu'un à propos d'argent. Quelque chose à propos de la banque. Je ne pense pas qu'il sache vraiment ce qu'il fait. Je laissai échapper un petit souffle. Je sais, dis-je. Une autre pause. Puis plus doucement. Je suis avec toi, maman. Cela atterrit en plein centre de ma poitrine. Merci, dis-je, et je le pensais. Après que nous ayons raccroché, je restai là longtemps. Téléphone sur mes genoux, maison silencieuse autour de moi. Je pensais à tout. Les années, les petits moments, les choses que j'avais arrangées sans qu'on me le demande, les choses que j'avais avalées pour maintenir la paix. Et pour la première fois, je ne sentais pas que j'avais besoin d'y retourner et de le refaire. Le lundi matin arriva et avec lui le début de ce que j'avais enfin cessé de maintenir. Le lundi matin commença comme n'importe quel autre. C'était la partie étrange. Le soleil se leva de la même manière. L'air était déjà chaud à 8 heures. Quelque part dans la rue, un voisin claqua une portière de voiture et commença sa journée comme si rien au monde n'avait bougé. Mais cela avait bougé. Je pouvais le sentir. Même assise à la table de la cuisine de Paula, café dans les mains, je sentais quelque chose se défaire ailleurs. Je n'avais pas besoin de le voir pour le savoir. Mon téléphone vibra avant même que je prenne ma première gorgée. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Greg, bien sûr. Je le laissai sonner 2 fois. 3 fois. Puis je le retournai. Paula me regarda de l'autre côté de la table.
tu vas répondre, demanda-t-elle. Non. Elle hocha la tête comme si elle le savait déjà. Bien. Vers le milieu de la matinée, les textos commencèrent à s'accumuler. Je ne les ouvris pas tout de suite. Je les laissai là. Les laisser exister sans que je ne saute pour les gérer. Cela seul me parut contre nature. Pendant des années, mon réflexe avait été immédiat. Résoudre. Aplanir. Réparer avant que ça ne grossisse. Maintenant, je me contentais de regarder. Vers 10 heures, je pris le téléphone et fis défiler. Greg, le fournisseur retient la livraison. Qu'est-ce que tu leur as dit? Quelques minutes plus tard, Greg, la banque a rappelé. Ils demandent des documents que je n'ai pas. Puis, Greg, Denise, ça devient ridicule. Je l'ai lu. Reposer le téléphone, ne fit rien. Vers midi, il sonna de nouveau. Je le laissai aller sur le répondeur. Une minute plus tard, la notification apparut. J'hésitai, puis j'appuyai sur « Play ». La voix de Greg arriva plus forte que d'habitude, tendue par quelque chose qu'il ne contrôlait plus tout à fait. « Denise, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ce n'est pas drôle. Le service de paie dit qu'il y a un problème, et Marie m'a déjà appelé 2 fois. Les gens demandent où sont leurs chèques. Rappelle-moi. » Le message se coupa avec un clic sec. Je fixai le téléphone. Marie, encore elle. Cette petite pièce humaine au milieu de tout. Je l'imaginais assise à son bureau, ses lunettes glissant sur son nez comme toujours. Son petit carnet ouvert, le stylo tapotant la page quand quelque chose ne collait pas. Attendant. Ma poitrine se serra. Je pris le téléphone. Pendant une seconde, j'ai presque composé le numéro. Presque appelé le service de paie moi-même. Presque replongé dans la place que j'avais habitée pendant 20 ans. La main de Paula atterrit doucement sur mon poignet. « Ne le fais pas, dit-elle. » Je levai les yeux vers elle. « Ils n'ont rien fait de mal, dis-je doucement. »« Je sais, dit-elle. » Sa voix était douce, mais ferme. « Mais ce n'est plus à toi de porter ça. » J'avalai ma salive. Cela ne semblait pas si simple. Mais je hochai la tête quand même, et je reposai le téléphone. En fin d'après-midi, le ton des messages de Greg avait changé. La dureté avait disparu, remplacée par autre chose. Greg, Denise, dis-moi juste ce que je dois envoyer à la banque. Puis, Greg, je n'ai pas les fichiers dont tu parles. Quelques minutes plus tard, Greg, où sont les sauvegardes? Je lus celui-là 2 fois. Puis, je reposai le téléphone. Le mardi matin, ça s'aggrava. On l'entendait dans le silence. Cela semble étrange, je sais, mais il y a une sorte de silence qui semble normal. Et puis il y a celui qui donne l'impression que quelque chose est sur le point de se briser. Paula avait les nouvelles à la radio, à faible volume en arrière-plan. Un segment sur les projets de développement locaux, les nouvelles constructions, les rénovations, les contrats distribués. Le genre de choses qui enthousiasmait Greg. Il en parlait comme s'il construisait quelque chose de plus grand que lui. Mon téléphone vibra de nouveau. Je le pris cette fois. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ouvris. Tessa. Je pense que tu vas trop loin. Je fixai l'écran. Puis un autre message arriva. Tessa. Greg est sous beaucoup de pression en ce moment. Tu aggraves les choses. Je laissai échapper un lent soupir. C'était ça. Toujours pareil. Toujours à penser que c'était moi qui créais le problème. Je ne tapais rien. Je ne répondis pas. Je posai le téléphone. 1 heure plus tard, il sonna de nouveau. Greg, je répondis. Cette fois, sa voix était différente. Pas dure, pas exigeante, mais effrayée. Denise, dit-il, et il y avait une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. La banque pose des questions sur la ligne de crédit. Ils disent que la documentation ne correspond pas. Je ne dis rien. Ils veulent des clarifications, continua-t-il. Ils parlent de bloquer les choses jusqu'à ce que ce soit réglé. Je fermai les yeux. Pas de panique, juste d'écoute. J'ai besoin que tu me dises ce que tu as soumis, dit-il.
Il y eut une pause, puis plus doucement. S'il te plaît. Ce mot atterrit. Mais il ne me fit pas bouger comme avant. Je ne fais plus partie de l'entreprise, dis-je. Denise, je te l'ai dit, dis-je toujours calmement. Il expira bruyamment. Tu ne peux pas simplement partir comme ça, dit-il. Il y a des choses liées à toi. Ton nom est sûr. J'ai déjà parlé à mon avocat, dis-je, l'interrompant doucement. Silence. Puis plus incisif, tu es allé voir un avocat. Oui. Une autre pause. Plus longue cette fois. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, demanda-t-il. Que je n'ai pas à réparer ce qui n'est pas de mon ressort de réparer. Il laissa échapper un court rire incrédule. C'est incroyable, dit-il. Après tout ça, répétai-je doucement. Et pendant une seconde, aucun de nous ne parla. Puis je dis, je dois y aller, et je raccrochai. Le mercredi matin arriva vite, plus vite que les jours précédents. Comme si tout s'était construit vers quelque chose et que maintenant c'était là. Paula se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis pendant que je m'habillais. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. « Je n'y vais pas pour lui, dis-je. J'y vais pour moi. » Elle m'étudia une seconde. Puis elle sourit juste un peu. « Ça, c'est nouveau, dit-elle. » J'ai presque souri en retour. Le petit déjeuner de la chambre de commerce se tenait dans un hôtel juste à côté de Polari Parkway. J'avais déjà participé à des événements comme celui-ci auparavant, il y a des années, à l'époque où Greg aimait encore me présenter comme celle qui maintient tout en marche. À l'époque où cela sonnait comme un compliment. Maintenant, cela sonnait juste comme quelque chose sur quoi il avait compté. La salle de bal était déjà à moitié pleine quand j'entrai. Table ronde, nappe blanche, station de café installée sur le côté, le vrombissement discret des conversations. J'ai repéré Greg presque immédiatement. Il était près de l'avant, parlant à un homme en costume gris. Sa posture droite, sourire en place, comme si rien n'avait changé, comme si tout était sous contrôle. Tessa se tenait à ses côtés. Parfaite encore. Cheveux coiffés, robe ajustée, téléphone à la main déjà légèrement incliné, comme si elle choisissait les parties de la matinée qui valaient la peine d'être montrées. Je sentis quelque chose s'installer en moi. Pas de colère, juste de la distance. J'entrai discrètement, pris place à une table au milieu. Quelques personnes jetèrent un coup d'œil dans ma direction, me reconnurent. L'une d'elles se pencha légèrement. « Denise, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Vous gériez les choses pour Arlo Home Solutions, n'est-ce pas ?» Gérais, hochai-je la tête. « Oui. » Elle sourit. « Eh bien, vous étiez toujours celle qui savait ce qui se passait, dit-elle. Greg est un homme chanceux. » Je ne répondis pas à cela. Je pris juste une gorgée de mon café. Cela ne prit pas longtemps. Les fissures étaient déjà là. Je le vis dans la façon dont le sourire de Greg se crispa quand quelqu'un posa une question. Dans la façon dont il regardait son téléphone plus souvent que d'habitude. Dans la façon dont l'expression de l'homme en costume gris passa d'un intérêt poli à quelque chose d'autre. De l'inquiétude. « Où est Denise ces jours-ci » demanda quelqu'un avec désinvolture. Greg rit. « Elle prend un peu de congé, dit-il. Je gère tout. » J'ai presque admiré la facilité avec laquelle il l'a dit. Presque. Puis cela arriva. Un homme d'une des entreprises de fourniture s'approcha. « Greg, dit-il, nous avons une livraison en attente. Nous n'avons pas reçu de confirmation. » Greg hocha rapidement la tête. « Oui, je m'en occupe, dit-il. » Quelle confirmation, demanda l'homme. Greg hésita. Juste une seconde, mais ce fut suffisant. Je le vis. Ce minuscule vide, le moment où il ne savait pas. Denise, commença l'homme, puis s'arrêta parce qu'il me vit assise là, regardant, n'intervenant pas. Quelques minutes plus tard, ça s'aggrava. Greg ouvrit son ordinateur portable à la table, ses doigts bougeant plus vite maintenant. J'ai juste besoin de trouver un fichier, marmonna-t-il. L'écran clignota. Il fronça les sourcils. Où est-il, dit-il à voix basse, puis plus fort. Où est ce fichier Excel? Personne ne répondit.
Il regarda autour de lui et ses yeux se posèrent sur moi. Denise, dit-il comme si c'était automatique. As-tu une copie d'eux? Je rencontrai son regard et pour la première fois, je n'intervins pas. Je suis sûr que Tessa peut t'aider, dis-je calmement. Elle construit ton avenir, n'est-ce pas? Les mots n'étaient pas forts, mais ils portèrent. Quelques personnes aux tables voisines se turent. Tessa se raidit à ses côtés. Commença-t-elle, puis s'arrêta parce qu'elle ne savait pas. Pas vraiment. La pièce bougea. Pas de façon dramatique. Juste assez. Le genre de changement que les gens ressentent avant que quelque chose ne devienne évident. Le visage de Greg changea. Pas de colère. Pas encore. Quelque chose de plus proche de la réalisation. Cela ne s'arrêta pas là. Dehors, sur le parking, le soleil était déjà haut. La chaleur montait du bitume en douce vague. J'avais juste atteint ma voiture quand j'entendis mon nom. Denise. Je me retournai. Greg marchait vers moi rapidement. Tessa juste derrière lui. De près, il semblait différent, moins contrôlé, moins sûr. Juste. Attends une seconde, dit-il, reprenant légèrement son souffle. Je ne bougeais pas. Qu'est-ce que c'est que ça, demanda-t-il. Qu'est-ce que tu fais? Je soutins son regard. Je te l'ai dit, dis-je. Je me suis retiré. Ce n'est pas te retirer, dit-il. C'est du sabotage. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas ça. Tessa s'avança. Sa voix n'était plus sèche. Elle était tremblante. Je ne savais pas, dit-elle. Je ne savais pas que tout dépendait de toi comme ça. Je la regardais. Je la regardais vraiment et pour la première fois. Le sourire narquois avait disparu. Je n'ai pas fait en sorte que tout dépende de moi, dis-je. J'ai juste arrêté de le donner gratuitement. Greg passa une main dans ses cheveux. Denise, reviens, s'il te plaît, dit-il. Juste pour une semaine. Aide-moi juste à remettre les choses en ordre. C'était ça. La demande. Enfin. Je secouai la tête. Non. Il me regarda comme s'il pensait toujours que je pourrais changer d'avis. Je n'ai pas ruiné ta vie, dis-je d'une voix stable. J'ai juste arrêté de la porter. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis je me retournai, ouvris la portière de ma voiture et montai. Alors que je sortais du parking, je les vis dans le rétroviseur, debout ensemble, mais pas comme avant. 2 mois plus tard, j'étais dans une cuisine qui n'était pas la mienne, pas l'ancienne. Celle-ci était plus petite, des comptoirs étroits, une seule fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait sur une rangée de maisons mitoyennes identiques à Worthington. Revêtement beige, étayé, rien de fantaisie, mais c'était calme. Pas le genre de silence qui donne l'impression que quelque chose manque. Mais le genre qui donne l'impression que quelque chose s'est enfin apaisé. Je me versai une tasse de café et m'appuyai contre le comptoir, laissant le soleil frapper le bord de la tasse. Il était tôt, juste après 7 heures. L'air encore frais avant que la journée ne se réchauffe. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas de liste dans la tête. Pas de fournisseur à appeler, pas de facture à arranger, pas de problème qui m'attendait avant même que je n'ai fini ma première gorgée. Juste le matin. Je pris une inspiration et la relâchai lentement. Le poste au cabinet dentaire s'était concrétisé plus vite que prévu. Columbus Dental Care. Le même bâtiment où j'avais travaillé quand j'avais 21 ans. La moquette avait été remplacée. La réception mise à jour, mais l'agencement était le même. Le docteur Patel me reconnut tout de suite. Denise, dit-il, sortant d'une des salles d'examen. Denise Carter. Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Je souris. Toujours moi, dis-je. Il secoua la tête, me rendant mon sourire. Eh bien, je n'en reviens pas, dit-il. Qu'est-ce qui vous ramène ici? J'aurais pu lui donner une longue réponse. Tout expliquer. Mais je ne l'ai pas fait. Je cherche du travail, dis-je simplement. Il m'étudia une seconde, puis hocha la tête. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, dit-il. C'était ça. Pas de drame, pas d'histoire,
juste un nouveau départ. Le travail me semblait familier. Répondre au téléphone, planifier les patients, faire avancer les choses. Seulement cette fois, c'était différent. Je n'aidais pas. J'étais embauché, payé, respecté. Quand je réparais quelque chose, c'était reconnu. Quand je partais à la fin de la journée, ça restait là. Cela seul me semblait quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Evan est passé un samedi après-midi. Il resta dans l'embrasure de la porte un instant, observant l'endroit. « C'est sympa, dit-il. » Je ris doucement. « C'est petit, dis-je. »« C'est calme, corrigea Théil. » Cela me frappa. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Même lumière du soleil, même silence. Il me parla de l'école, d'un entretien d'embauche qu'il avait décroché, de choses qui ne semblaient pas lourdes. Puis, après un moment, il dit « J'ai vu papa ». Je hochai la tête. « Comment va-t-il » demandai-je. Evan haussa les épaules. « Il dit toujours que ce n'est pas sa faute, dit-il. Il dit que tu as exagéré. » Je laissai échapper un petit souffle. Ça lui ressemble. Il a du mal à maintenir les choses ensemble, ajouta Evan. Quelques gars sont partis, ils ont dit que c'était trop instable. Je ne répondis pas tout de suite. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je ne me sentais plus responsable. C'est difficile, dis-je. Et je le pensais. Juste pas de la même manière qu'avant. Evan me regarda une seconde. Tu vas bien, demanda-t-il. J'y pensais, à tout. La maison, le mariage, l'entreprise, le moment dans le jardin, le trajet, le silence, le choix. Et je réalisais quelque chose. Oui, dis-je. Et pour la première fois, cela ne me sembla pas quelque chose que j'essayais de me convaincre. Cela semblait vrai. Le divorce avançait. Des papiers lents, des réunions, des avocats qui allaient et venaient sur des détails qui semblaient autrefois être tout. Maintenant, ils ressemblaient juste à des étapes. Greg avait essayé de me contacter plusieurs fois. Message passé par les avocats. Un message vocal une fois tard dans la nuit que je n'ai pas retourné. Non par colère. Juste parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Tessa, d'après ce que j'ai entendu, n'est pas restée. Cela ne me surprit pas. Certaines choses ne fonctionnent que lorsque quelqu'un d'autre les maintient. Un soir après le travail, je m'arrêtai à un crochet en rentrant chez moi. Le même où j'allais depuis des années. Je pris quelques articles. Du lait, du pain, du café. Normal. À la caisse, la caissière sourit. « Comment se passe votre journée » demanda-t-elle. « Bien, dis-je. » Et encore une fois, je le pensais. De retour à la maison, je posai les courses sur le comptoir et les déballai lentement. Pas de précipitation, pas de bruit de fond, juste le son des sacs en plastique qui froissaient et le vrombissement du réfrigérateur. Je me versai une autre tasse de café et me tins près de la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher maintenant. Une lumière douce s'étirant sur le trottoir extérieur. Je pensais à tout. Pas de manière pesante, juste en observant. Pendant longtemps, j'avais cru quelque chose sans jamais le dire à voix haute. Que si j'arrêtais de tout maintenir, tout s'effondrerait. Et peut-être que ça s'est effondré. Mais pas de la manière dont je le craignais. Je ne me suis pas effondré. Je me suis relevé. Ces 5 mots que j'ai prononcés cette nuit-là, ils n'étaient pas astucieux. Ils n'étaient pas puissants eux-mêmes. Ils étaient juste en retard. En retard sur une vérité autour de laquelle je vivais depuis des années. Je n'avais pas besoin qu'ils s'effondrent. Je n'avais pas besoin de quelque chose de dramatique. J'avais juste besoin d'arrêter de m'agenouiller. Si vous avez déjà été celle qui maintient tout en marche, celle sur qui les gens comptent sans le remarquer, vous n'êtes pas seul. Et s'il y a un moment où vous décidez enfin que vous en avez assez, ce moment compte. Merci de votre écoute.